C'est... Non, je voulais juste dire que je propose pour cette rencontre que Jean-François, qui est donc chercheur autour de cette économie intégrative, commence par déjà nous expliquer ce que c'est, parce que je pense que pour beaucoup d'entre vous, ce n'est pas évident. Et puis ensuite, de passer à Cyril pour évoquer en fait une réalité concrète qui s'est passée notamment avec le film Demain. Et puis si on aura le temps de faire un échange avec la salle. Je crois que les micros doivent marcher. Donc... Oui, mais je vais regarder un petit peu mon... Oui, bien sûr, voilà. Bonjour. Désolé, j'ai horreur de me trouver derrière un pupitre, donc je vais tourner un petit peu ça, essayer de voir quand même ce que je projette pour pas aussi passer mon temps à regarder l'écran. Et je prends un micro. Ça va, vous m'entendez? Super. Oui, alors donc, bonjour, et puis vraiment ravi, enchanté qu'on se retrouve ensemble, Cyril et moi, parce que ça fait quelques années qu'on n'a pas eu l'occasion de se voir. La vie nous a amenés dans des aventures tellement passionnantes les uns les autres, enfin l'un et l'autre, que voilà. Donc on se retrouve après quelques années, ça fait très très plaisir. Alors on va parler d'économie du don, on va parler d'économie, en fait moi je parle plutôt d'économie intégrale, et on en a discuté effectivement avec Barbara avant, parce que je pense que ça inclut l'économie intégrative. Et effectivement, Barbara m'avait proposé de faire un petit topo avant sur ce qu'on appelle cette économie intégrale, histoire de nourrir effectivement nos expériences. Mais avant, je voudrais vous annoncer une chouette nouvelle. J'ai intégré une diapo là-dedans ce matin, puisqu'on parlait des difficultés qu'il y a justement à financer, à ce qu'il se passe des choses dans tout ce qui est la transition, la rupture vers le monde qu'on veut créer. Et bien voilà une de transition qui se crée, qui va se lancer fin septembre, début octobre. Ça se passe à côté d'Aix-en-Provence. Ça s'appelle The Gap, en bon français. Si vous allez sur thegap.fr, vous verrez un lieu, un tiers-lieu, une très grosse infrastructure dont la vocation, justement, consiste à opérer toute la transition de rupture, l'innovation de rupture sociale, économique, technique, technologique, vers le monde qu'on veut concevoir demain. Voilà. Donc, il y a des lieux comme ça qui se créent. Là, il s'agit d'un gros lieu qui a une vocation internationale, bien entendu. Et peut-être dans le cadre justement du futur 21, pourquoi pas, ou équivalent en tout cas, pourront se passer. Ça démarre fin septembre, début octobre. Voilà. Donc, je voulais vous annoncer cette bonne nouvelle. Un très très beau lieu, bien entendu, comment dire, éco-conçu, ça va de soi. Voilà. Et dans lequel il va se passer beaucoup de choses. Voilà. Donc, il y a quelques bonnes nouvelles quand même qui ont lieu. Alors, je vais vous parler effectivement de ce qu'on appelle l'économie intégrale, et notamment de richesse intégrale. Alors, pourquoi intégrale? Vous savez, ça fait un petit peu comme tous ces mots, on doit parler de démocratie participative, parce que finalement, la démocratie, ça n'a plus d'un côté si participatif que ça, ou l'économie durable, le développement durable, etc. Finalement, le mot seul ne suffit plus, et la richesse, quand on pense richesse, on pense à quoi? On pense à la richesse financière. Or, évidemment, on sait très bien qu'aujourd'hui, il nous faut un langage de la richesse, mais au sens le plus intégral possible. Ça veut dire la richesse, oui, ça peut avoir une composante financière, mais finalement, l'aspect financier constitue un outil, presque un épiphénomène, dans une expérience beaucoup plus vaste qu'on a de la richesse en tant que telle. Et justement, on n'a pas de langage de ça. Notre langage a fini extrêmement appauvri. On a un langage formel qui s'appelle l'argent, lorsqu'il s'agit de richesses qu'on échange dans l'économie de marché. Mais pour tout le reste, on n'a pas de langage écrit, on a un langage verbal. On a continué dans la tradition orale de parler de la richesse. On parle de richesse, on parle d'indicateurs de richesse. On a finalement une sorte de flou artistique, de flou social, consensuel, mais qui ne nous permet pas de construire des systèmes vivants, sociaux, hyper intelligents et avec de la richesse intégrale. Ça veut dire qu'il y a dans leur conscience, dans leur gestion des flux, la connaissance de toutes les richesses qu'on veut créer, qu'on veut faire circuler, etc. Autrement dit, on se trouve extrêmement démunis. Je pense presque aussi démunis que si des singes voulaient développer le langage abstrait, ils ne l'ont pas encore, ils ont quelque chose au fond d'eux-mêmes, ils ne savent pas encore le dire. Eh bien, on ne sait pas encore dire socialement toute l'étendue de la richesse dont le vivant social, en particulier l'humanité, et la Terre en tant que telle, a besoin maintenant. Alors justement, je vais vous en parler un petit peu. Je vais vous parler de ce qu'on appelle la richesse intégrale, et vous allez voir que ça inclut tout ce dont on va parler pendant cette heure qui arrive. La première chose, quand on explore
un nouveau sujet, si on met sa casquette de chercheur, je mets ma casquette de chercheur en intelligence collective, ça consiste déjà à voir ce qu'on observe. On commence à classifier les choses. Et donc, les groupes de chercheurs qui travaillent à ce qu'on appelle la société post-argent, c'est-à-dire qui arrive, qui va nous faire dépasser les limitations de l'argent, il a fallu que l'on revienne aux fondamentaux, de nous poser la question, mais ça veut dire quoi la richesse? On entend quoi par ce mot de richesse? Alors, on a observé et on a fini par distinguer les catégories. Et vous allez voir, ça s'avère fondamental dans notre compréhension de la richesse en général, et surtout après, si on veut designer des systèmes, des technologies, des infrastructures mieux que l'argent. Ça veut dire qu'ils nous permettent de faire des sociétés qui vont intégrer toute la biodiversité, le bien-être humain, etc., et pas simplement les échanges marchands. Encore faut-il avoir un langage pour ça. Et encore faut-il observer. Donc, on va commencer par quelques exemples. Si je vous montre un kilo de patates, une voiture, de l'électricité, d'électrons, eh bien, je vais le remettre. Hop. Alors, je reviens en arrière. Voilà. Ces trois choses-là, ces trois formes de richesse-là qu'on utilise, on appelle ça de la richesse mobile. Ça veut dire qu'il s'agit d'éléments matériels qui vont d'une main à une autre. Une maison, ou de l'électron qu'on achète et qu'on vend, ou un kilo de patates, ou une voiture, on appelle ça des richesses mobiles. Et là, on sait très bien, on a un langage formel qui existe, qui s'appelle l'argent, pour faire circuler, pour équilibrer les flux, si on peut, en tout cas, qu'on appelle l'argent. Maintenant, je vais vous parler d'autres formes de richesse. Si je vous parle, par exemple, d'une empreinte écologique, ou bien de la biodiversité, on va dans la forêt d'à côté et on va compter les espèces végétales, animales, etc. Ou bien on fait une prise de sang, on va compter mes plaquettes sanguines, mes globules rouges, mes globules blancs, etc. Ou bien si on regarde la qualité d'un objet, on achète, je sais pas, un vélo, enfin, toutes ces choses qu'on achète, on peut mettre en place des critères qualitatifs. Et bien là, je vous parle d'une autre forme de richesse. On appelle ça la richesse mesurable. Ça veut dire qu'on a un protocole et on va mesurer. Et la qualité de la mesure va nous donner la qualité de la richesse. Et là, vous voyez déjà que je ne parle plus de richesse, de choses qui s'achètent et qui se vendent. Une biodiversité, ça se mesure. Ça s'achète, ça se vend, non. Et pourtant, ça constitue de la richesse. Donc, vous voyez, deuxième catégorie de richesse, la richesse mesurable. Troisième catégorie de richesse. Si, par exemple, je gagne une médaille d'or à un concours, quelque chose, ou bien je vais aux Jeux Olympiques, je monte sur le podium, ou bien je participe dans une entreprise, meilleur vendeur, meilleur employé, peu importe. Vous voyez que là, je vous montre un autre type de richesse qu'on appelle la richesse ordonnable. Ça veut dire, le premier ou deuxième ou troisième qui arrive, l'ordre va compter et va constituer une richesse. Par exemple, quelle ville s'avère la plus propre, la plus écologique au monde? Et ça compte pour nous. Je croque une pomme, cette pomme a-t-elle des pesticides ou pas? Ou quel goût a-t-elle? Ou quelle qualité a-t-elle par rapport aux autres? Mais ça compte. Vous voyez, donc le classement en tant que tel constitue lui aussi une forme de richesse. Et là, je vous énonce une troisième forme de richesse, ce qu'on appelle la richesse ordonnable, la façon dont on ordonne les choses. Et puis une quatrième forme de richesse, et là, je n'ai pas d'image à vous mettre, comme par exemple l'harmonie, la confiance, la joie. Il s'agit de choses expérientielles. Et là, il s'agit d'une forme de richesse qu'on appelle une richesse énonçable. Ça veut dire que je ne peux qu'en parler subjectivement. Ça ne peut pas se mesurer. Je ne peux pas mesurer là maintenant, je sais pas, la joie ou la confiance ou autre chose qui est dans cette salle. Il va falloir éventuellement que vous exprimiez quelque chose. Par exemple, si vous avez apprécié un repas ou une conférence, vous pouvez mettre des étoiles, une appréciation. Mais d'abord, vous devez l'exprimer subjectivement. Donc vous devez énoncer. Et on parle de richesse énonçable. Et puis une dernière forme de richesse qu'on oublie souvent, qu'on appelle la richesse potentielle, tout simplement. Ça veut dire ce qui n'existe pas encore, mais au fond de nous, on sent, on a envie, on se dirige vers ça. On va d'ailleurs tenter de poser au fond de nous-mêmes des actions justes pour créer et manifester cette richesse, et qui va peut-être arriver plus tard. Alors je vous ai cité quelques nombres de richesses, et on va les organiser un petit peu. La première, dont je vous ai parlé, des richesses mobiles. Exemple, 1 kilo de patates. Bon. La deuxième, je vous ai parlé de richesses mesurables. Exemple, empreinte écologique. La troisième, je vous ai parlé de richesses ordonnables. Exemple, la première place, un concours, des choses comme ça. La quatrième, je vous ai parlé de richesses énonçables, par exemple, la confiance, et puis, à l'extérieur de ces cercles, ce qu'on pourrait appeler la richesse potentielle. Alors, vous voyez sur cette image, j'ai mis ça en cercle concentrique. Il n'y a pas de hasard. Parce qu'en fait, la richesse, si je prends mon kilo de patates, par
exemple, ça fait aussi partie des richesses énonçables. Est-ce que j'énonce la pomme de terre comme une richesse, si j'aime les pommes de terre? Pour quelqu'un dans le monde, avoir une vache, ça constitue une richesse, et pas pour un autre nom. Pour avoir un ordinateur, ça constitue une richesse ou un autre nom. Donc vous voyez qu'il s'agit en fait d'ensemble inclusif. Ça veut dire, si maintenant je prends les choses un petit peu dans l'ordre inverse, toutes les richesses, déjà, existent en tant que richesses parce qu'on les énonce en tant que telles, forcément. Qu'il s'agisse de mon kilo de patates, mon premier arrivé sur une course, etc., ou l'empreinte écologique, et ainsi de suite. Maintenant, un certain nombre de ces richesses, je peux les énoncer et aussi les ordonner. Et puis un certain nombre de ces richesses, on peut les énoncer, les ordonner et aussi les mesurer. Et puis une petite partie de ces richesses, celles qu'on traite avec l'argent, on peut les énoncer, les ordonner, les mesurer, et elles ont cette qualité de richesse mobile. Elles peuvent circuler d'une main à l'autre. Alors, ça a l'air un petit peu théorique comme ça, j'en ai conscience, surtout que je le dis, on ne va pas développer, on va faire des ateliers là-dessus, mais je vais maintenant reprendre ce schéma en sens inverse. Je vais partir d'une pomme que vous voyez ici. Si on prend la pomme au sens paradigme classique dans lequel le monde vit aujourd'hui, on va parler de tonnes de pommes, de kilos de pommes, simplement une quantité de base, et ça vaut tant d'euros, de dollars, de ce qu'on peut. Et ça en reste là. Maintenant, si je m'intéresse un peu plus aux autres formes de richesse, cette pomme, je peux éventuellement mesurer des choses. Par exemple, ses qualités gustatives, combien elle a de pesticides ou pas dedans, donc, voilà, quelle qualité elle va avoir. Je peux aussi m'intéresser à la richesse ordonnable, savoir comment elle se situe par rapport aux autres pommes. Et vous voyez que je commence à étendre de plus en plus ma connexion à la richesse, et avec un langage de plus en plus vaste, de plus en plus précis. Et puis je peux demander aux gens, bien entendu, quelle expérience vous avez par rapport à cette pomme, subjective. Vous en pensez quoi, vous vivez quoi par rapport à cette pomme. Vous voyez? Donc, on a un discours social, enfin on a un langage écrit social qui s'appelle l'argent, qui ne touche qu'au plus petit dénominateur commun, à savoir le kilo de pommes. Et tout le reste, on l'oublie. On l'oublie tellement qu'on a besoin aujourd'hui de créer justement des labels, tout un ensemble de labellisation, comment on appelle ça, d'indicateurs de richesse, ça va, ça m'échappait, hein, et qui nous permettent de qualifier autrement que le quantitatif. Mais ça reste encore très flou. Et vous observez sur Internet et un peu partout dans cette créativité qui est dans le monde aujourd'hui, on essaie de plus en plus d'avoir un langage homogène de la richesse, c'est-à-dire qui nous permet de voir tous ces aspects. Et là, on parle de richesse intégrale. Je pourrais finir avec un petit peu de cynisme. Je vais parler de toi, Cyril, je vais te donner une très mauvaise nouvelle. Tu ne vaux que 2,50 €. Ouais. Parce que il y a quand même 80% de flotte, déjà. Un peu de carbone, un peu d'hydrogène, un peu d'oxygène, il ne vaut pas grand-chose, hein, non? Moi non plus d'ailleurs. Puis on ne vaut pas grand-chose dans la salle non plus. Et oui, si on se base sur l'approche de la richesse uniquement financière, on voit bien que ça ne va pas chercher bien. On imagine qu'on vaut un petit peu plus que ça. Et justement, donc il y a la partie matérielle, mobile, et puis il y a la partie de ce qu'on peut mesurer, il y a la partie de ce qu'on peut énoncer, et il y a bien sûr de ce qu'on peut ordonner et de ce qu'on peut ensuite énoncer. Évidemment, si je me mets à énoncer les qualités que je connais de Cyril, on ne se retrouve plus du tout dans le même paradigme de richesse. Alors, je voulais faire ce petit tour très rapide. Je sais que je vais très très vite là-dessus, mais on va surtout maintenant développer ça dans nos échanges, hein, parce qu'on a chacun des expériences là-dedans. Mais pour dire que dans le domaine dans lequel je travaille, l'intelligence collective, on développe, aujourd'hui, vous allez le voir arriver dans les années qui viennent, on développe un langage de la richesse, on développe même techniquement ce qu'on appelle un langage des flux. Ça veut dire toutes ces technologies qui vont arriver, qu'on utilisera sur nos smartphones, nos ordi, toutes les interfaces mobiles qu'on aura, mais qui nous permettront de qualifier la richesse, non plus simplement sur les valeurs marchandes d'échange, mais sur, vous voyez, tout cet ensemble, cette approche intégrale, et d'avoir un langage partagé pour en parler, et d'avoir des plateformes qui vont permettre d'intégrer tout ça de manière systémique. Voilà un petit peu, je voulais apporter quelques éclairages, vous proposer quelques éclairages sur ce qu'on appelle la richesse intégrale. Et maintenant, je vous propose qu'on discute un petit peu de tout ça, notamment dans la dimension du don, parce que vous allez voir aussi que jusqu'à présent, on a toujours pensé le marché, c'est-à-dire les choses qui s'achètent et qui se vendent, parce qu'on n'a jamais su faire des économies du don à grande
échelle, c'est-à-dire des gens qui se donnent, qui s'offrent des choses, on a toujours su le faire en petit comité, et maintenant, et Cyril pourra bien entendu en parler, on sait faire, on commence à savoir faire des économies du don à grande échelle, c'est-à-dire on donne et on reçoit par gratitude, par envie, à grande échelle. Et ça sous-entend des infrastructures techniques, sociales, beaucoup plus sophistiquées que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Et on va en parler. Voilà, merci. J'y vais. Bonjour tout le monde. Effectivement, je suis très content qu'on se retrouve. Moi, j'ai fait des stages avec lui. Donc, ce qu'il a fait là, il peut le faire pendant 3 jours et vous faire des arts martiaux au milieu. C'est vrai. Moi, j'ai envie de repartir de, finalement, pourquoi est-ce que c'est important, à notre avis, d'aller vers ce type d'économie-là? Peut-être que je vais enfoncer des portes ouvertes, mais à mon avis, ça vaut le coup d'y passer un tout petit moment. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que une des choses que j'ai appris quand j'ai fait des stages avec toi, c'est cette notion d'architecture invisible. C'est-à-dire le fait que nos sociétés sont structurées par un certain nombre de choses qui nous paraissent être totalement évidentes, parce que c'est comme l'air qu'on respire ou l'eau dans laquelle on nage, mais qui en réalité conditionnent la société et l'orientent dans un sens. Et une des choses qu'on a essayé de creuser un tout petit peu dans notre film demain, qu'on a fait avec Mélanie, peut-être certains d'entre vous ont vu, c'était cette notion de la création monétaire. Et le fait qu'aujourd'hui, effectivement, les richesses sont la plupart du temps mesurées et matérialisées dans notre esprit à l'aide de l'argent, et que l'argent est la plupart du temps créé par de la dette. Dans la zone euro, c'est à peu près 85% de l'argent qui est en circulation, qui est créé par le crédit. Au Royaume-Uni, c'est même 97%. Et donc, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Donc, pour ceux qui ne sont pas complètement familiers avec le sujet, je vous refais un truc très rapide. Vous allez voir, c'est un super volume, mais en fait, quand on le comprend, c'est même plutôt excitant. Qu'est-ce qui se passe, en fait, quand votre banquier va créer de l'argent? Qu'est-ce que ça veut dire qu'on crée de l'argent par le crédit? Ça veut dire que vous allez aller chez votre banquier et vous allez vouloir emprunter 10 000 € pour acheter une voiture. Votre banquier a besoin d'avoir, lui, environ 10 000 € déjà dans ses coffres pour être capable de créer 10 000 € qui avant n'existaient pas. Donc s'il les a et qu'il considère que vous êtes solvable selon les critères de sa banque, il va vous prêter ces 10 000 €. Vous allez les prendre, vous allez payer la personne à qui vous achetez la voiture, qui va elle-même mettre ces 10 000 € dans sa banque, et paf, la banque de ce monsieur a à nouveau 10 000 €, 10 000 € vrais euros, entre guillemets, dans ses coffres. Ce qui veut dire qu'elle va être capable de créer, elle va avoir le droit de créer 10 000 € qui n'existaient pas par une ligne informatique pour les prêter à quelqu'un. Donc elle va le faire, cette personne-là va acheter, je ne sais pas quoi, une voiture aussi, elle va mettre l'argent dans sa banque, qui va à son tour pouvoir créer 10 000 € qui n'existaient pas. Et donc c'est ce qu'on appelle l'effet multiplicateur de la monnaie, c'est-à-dire qu'avec un qui existe, vous pouvez avoir entre 6 et 7 qui sont en circulation. Or, que se passe-t-il quand vous allez rembourser votre crédit? Vous allez rembourser votre crédit et à ce moment-là, votre banquier va supprimer la ligne informatique, c'est-à-dire qu'il va solder. Et cet argent va disparaître de la circulation. Donc, pour qu'on ait la possibilité d'avoir toujours une masse monétaire suffisante pour permettre nos échanges, avec cet outil qu'on a créé qui s'appelle la monnaie, il faut sans cesse refaire des crédits. Donc on a une économie qui est basée sur le crédit et sur la dette. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? Ça a comme conséquence qu'il nous faut de la croissance économique. Parce que si on n'a pas de croissance économique suffisante, on n'a plus d'activité donc de production, de consommation qui implique de faire des crédits et de lancer des activités économiques. Et donc on a une récession massive, on n'a plus suffisamment d'argent en circulation. Or, quel impact ça a d'avoir de la croissance économique de façon presque infinie pour pouvoir continuer à faire fonctionner ce système basé sur le crédit et donc sur la dette? Eh bien, ça a des conséquences, de destruction des écosystèmes, puisqu'on est dans cette espèce de cercle fou où on détruit des ressources naturelles pour produire des objets qu'on va vendre et qui ensuite deviennent des déchets. Et deuxième conséquence que ça concentre
ces richesses monétaires simplement dans quelques mains. Pourquoi ? Ça, c'était Bernard Liétard, que tu connais bien aussi, qui nous expliquait ça quand on allait l'interviewer, qui nous disait l'intérêt, en fait, c'est un truc assez facile à comprendre. C'est quelqu'un qui a déjà plus d'argent que ce dont il a besoin, qui prête à quelqu'un qui n'en a pas assez. Et celui qui n'en a pas assez va en rendre plus à celui qui en avait déjà trop. Donc celui qui en avait plus, qui en avait besoin, en aura encore plus, et celui qui n'en avait pas assez, se sera endetté, et a priori, il en aura encore moins. Donc mécaniquement, on estime qu'à peu près 80% des richesses vont se concentrer dans 20% des mains, avec tous les problèmes que ça crée, de tensions sociales, de désertification d'une partie de l'économie avec des gens qui n'arrivent plus à s'en sortir. Et on se retrouve devant des paradoxes absurdes, comme par exemple la Grèce, dont on a beaucoup parlé en Europe. Donc ça, c'était aussi une conversation qu'on avait avec les gens de chez vous, de la Banque Vire, à Bâle, qui ont créé cette monnaie complémentaire, qui nous disaient, mais finalement, les Grecs, leur problème, c'est pas qu'ils ont plus de richesses à échanger. Ils continuent toujours à produire un certain nombre de choses, que ce soit de l'alimentation, que ce soit des services, que ce soit des objets. Simplement, ils n'ont plus l'outil pour pouvoir les échanger. Parce que cet outil, qui est conditionné à un certain nombre de règles, se retrouve raréfié par ce problème de crédit. Et il y a eu, il y a un ou 2 ans, un rapport en Allemagne qui montrait que la plupart de l'argent qu'on prête aux Grecs, en fait, sert à rembourser les intérêts des emprunts précédents qui avaient été faits auprès du FMI, de la Banque mondiale. Et donc le pays s'endette toujours plus, sa dette publique explose au fur et à mesure qu'on lui prête de l'argent pour, théoriquement, continuer à fonctionner, mais en fait, pour rembourser les crédits. Donc ce que nous disait à ce moment-là la personne de la Banque Vire qu'on interviewait, c'est ce dont ils auraient besoin, c'est de pouvoir redémarrer leur économie avec une monnaie qui pourrait créer de toutes pièces, comme ils l'ont fait avec le Vire à Bâle en 1934, et qui leur permettrait d'échanger à nouveau ces richesses, qui sont là, mais simplement qui sont coincées par cette architecture invisible qui conditionne l'ensemble de nos fonctionnements sociaux, écologiques, économiques, etc. Deuxième endroit où les richesses, pour moi, sont complètement bloquées, qui nous concerne aussi au premier chef, c'est le fait que, vous avez déjà dû remarquer que, en gros, dans notre vie, il faut qu'on puisse gagner de l'argent, qu'on puisse avoir un salaire ou une rémunération pour pouvoir survivre. C'était ce que disait Colin Serrault dans son film La Belle Lettre, quand il disait « t'as pas de monnaie, pareil ». Donc, depuis que vous êtes petit, théoriquement à l'école, on vous a expliqué qu'il fallait bien travailler à l'école pour ensuite avoir un bon métier, pour pouvoir avoir un salaire. Ce qui fait qu'à un moment, si vous n'étiez pas complètement sûr de ce que vous vouliez faire dans la vie, vous avez été obligé de choisir un truc, même si ça vous plaisait moyennement, parce que de toute façon, il faut travailler, il faut bien travailler, parce qu'il faut gagner de l'argent pour pouvoir survivre. Résultat, on a des gens qui se retrouvent à faire des métiers pour lesquels ils ont relativement peu de passion, pour lesquels ils trouvent peu de sens, à qui vous demandez s'ils aiment bien leur boulot, qui vous font oui, à qui vous demandez comment ça va après le week-end et qui vous disent comme un lundi. Le vendredi en général ils disent ça va parce que c'est bientôt le week-end, ou ça va parce que c'est bientôt les vacances. Et donc, on se retrouve avec des gens qui limitent leur créativité, leur talent, ce qu'ils ont la capacité de donner au monde, parce qu'ils sont enfermés dans un truc où ils sont dans une tâche qui n'a pas tellement de sens pour eux. Or, si vous réfléchissez bien, et si vous regardez les gens que vous connaissez, que vous admirez, qui potentiellement sont des gens qui ont changé le monde ou qui sont en train de le changer, que ça soit le prof que vous avez eu qui était génial et vous aviez l'impression que l'heure passait en 5 minutes, par opposition au prof que vous aviez qui était super chiant et vous avez l'impression que son heure durait 4 heures. Si vous pensez, je ne sais pas, au boulanger que vous avez dans votre ville et qui fait du pain absolument délicieux ou des gâteaux super bons et à chaque fois que vous les mangez, bah, ça vous fait quelque chose et c'est pas pareil que d'aller manger la baguette super mauvaise du boulanger d'à côté. Si vous pensez à des artistes, si vous pensez à des médecins, si vous pensez, je sais pas, à des sportifs, si vous pensez à des hommes politiques type Nelson Mandela ou des grands leaders spirituels comme Gandhi, quel est le point commun entre toutes ces personnes-là? C'était toutes des personnes qui faisaient la chose pour laquelle ils étaient le plus doués et la chose qui les passionnait. Donc pour moi, cette espèce d'architecture économique stupide qui veut qu'on doive absolument travailler pour avoir un salaire,
fait que toute l'énergie disponible en chacun de nous ne peut pas être libérée et que c'est peut-être un des problèmes essentiels de notre société aujourd'hui. Et moi j'ai la croyance que si on était capable de libérer cette énergie-là, alors le monde pourrait changer de façon extrêmement rapide et extrêmement puissante. Et j'ai aussi la croyance que tout un tas d'actions qu'on mène aujourd'hui, enfin en tout cas de comportements que nous avons, arrêteraient d'exister puisque ce sont des comportements de compensation. Parce qu'on ne trouve tellement pas de sens à ce qu'on fait, on ne s'épanouit pas dans nos activités, donc on va être obligé de compenser par le consumérisme, en allant au centre commercial, en s'achetant des trucs dont on n'a pas besoin, en partant à l'autre bout du monde en avion, en soldant un certain nombre de relations humaines par l'argent, parce que c'est ça aussi qui est très intéressant quand on s'intéresse à l'argent, c'est qu'on voit que l'argent est aussi une façon de ne pas avoir besoin de rentrer dans une relation humaine intime. Quand on paye quelqu'un, on solde le truc et puis on n'a plus besoin de lui parler après. Si vous êtes dans une économie du don, ça veut dire que vous êtes obligé de créer une relation de confiance, une relation d'intimité. Et donc l'argent est aussi une façon de mettre ça à distance. Donc tout ça, finalement, tout ce constat nous amène à nous dire quel type d'architecture, quel type de moyens d'échange on pourrait trouver pour que, à la fois nos richesses personnelles, intérieures, et à la fois les richesses que sont toutes les choses qu'on produit, toutes les choses qu'on pense, puissent s'échanger de façon harmonieuse et que chaque être humain sur cette planète puisse en profiter. Ça va ? J'ai bien retenu le décours de dans la liste des gens passionnés. Tu veux parler un petit peu de ton expérience, justement, de tout cet argent conventionnel, mais venu non pas comme dette, mais comme don, qui a permis de réaliser demain? Oui, ce qui est intéressant avec demain, c'est que on voit dans un certain nombre de cas de plus en plus fréquents qu'il y a plein de projets qui n'arrivent pas à se financer avec l'économie classique. Parce qu'ils sont pas considérés comme étant suffisamment rentables à première vue. Bon, il se trouve que pour demain, c'est dommage pour eux, parce que en fait, ça s'est avéré très rentable. Mais on n'est pas obligé d'avoir du flair. Et donc, tous les gens que j'allais voir, en gros, à qui je disais, voilà, je voudrais faire un film sur les solutions des gens qui sont aux quatre coins du monde, qui inventent l'agriculture de demain, l'énergie de demain. Hein. Tous ces gens me disaient, oui, c'est bien, ça a l'air vraiment passionnant, c'est formidable, mais tu sais, les documentaires au cinéma, ça rapporte pas d'argent, et puis je pense que ça risque d'être un peu chiant, parce que ça va être un catalogue comme ça, de trucs les uns derrière les autres, peut-être que tu devrais faire un truc de télé. Puis dans le fond, ce truc positif, on n'y croit pas vraiment, parce que les gens, ça les intéresse pas tellement, les trucs positifs. Ce qu'ils veulent, c'est plutôt du sang, du drame, tu vois, des trucs un peu costauds comme ça. Je vous êtes sûr, mais oui, on est dans le cinéma depuis 20 ans, si on connaît, on sait bien, ça ne marchera pas. Donc je me dis, bon, bah merde, alors, si les producteurs, les chaînes de télé, tout le financement classique du cinéma ne veut pas nous donner d'argent, qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc on s'est tourné vers le financement participatif, le crowdfunding, avec l'idée que peut-être il y avait des gens qui avaient envie que ce film existe et qui seraient prêts à nous donner de l'argent pour qu'on puisse le faire. Et donc ce système-là, que vous connaissez très certainement, c'est du don contre don, c'est-à-dire que ces personnes-là nous font un don, et nous, en échange, on leur fait un autre don. Le premier don qu'on leur fait, qui est un don immatériel, c'est qu'on réalise un projet dans lequel ils croient. Même pour certains, on réalise une forme de rêve qu'ils pouvaient avoir. Si je prends un autre exemple, il y a quelques années, Neil Young pour les anglophones, a sorti un baladeur qui s'appelle le Bono, en disant le son des MP3 genre dans les iPhones est tellement dégueulasse que moi je voudrais faire un baladeur qui reproduise le son du studio, ce que moi j'entends dans le studio quand on enregistre la musique. Moi personnellement, c'était une espèce de rêve. Je me disais, mais j'adorerais que ce truc-là existe. Donc, si je participais à sa campagne sur Kickstarter, qui est notre site de financement participatif, moi j'allais donner de l'argent, effectivement, en réalité pour préacheter un baladeur comme ça. Donc j'allais avoir ce truc-là, mais ce qu'il allait aussi me donner, c'était la satisfaction que cette chose-là existe. Et on s'est rendu compte que pour demain, ça a beaucoup fonctionné comme ça, c'est-à-dire que plein de personnes avaient envie, j'ai même presque envie de dire besoin, qu'il
c'est un film qui montre à quoi la société pourrait ressembler si on faisait les choses dans une autre direction et si le monde tournait un peu plus long, en gros. Donc, on a lancé cette campagne et on s'est dit, donc on est allé voir les gens de KissKissBankBank, qui est un site qui fait ça, qui nous ont dit c'est hyper important que vous ne demandiez pas une toute petite somme à ces gens-là pour qu'ils aient vraiment le sentiment qu'ils sont décisifs dans votre processus et que vous ne pourriez pas le faire sans eux. Et c'est à ce prix-là qu'ils vont vraiment s'engager avec vous et que vous allez les avoir comme une communauté autour de vous. Et donc ils nous disaient, bon, en gros, votre film va coûter, on avait évalué que ça devait coûter à peu près 1 million d'euros, il faut que vous demandiez au moins 200 000. Et moi, quand je regardais sur les sites de financement participatif, en France, c'est extrêmement rare que des gens arrivent à lever 200 000 euros comme ça. Donc on a beaucoup hésité, puis on a fini par se dire, bon, ok, on y va, sachant que c'est un système de tout ou rien, c'est-à-dire que où on arrive à obtenir la somme ou alors on perd tout. Et en réalité, donc on avait 2 mois, on avait 60 jours pour lever ces 200 000 euros, et on les a eu en 3 jours. Et à l'issue des 2 mois, on avait 450 000 euros, c'est-à-dire plus du double. Et on continuait, en fait, après la fin de la campagne, à recevoir des messages de gens qui disaient « Mais je peux vous donner, mais vous êtes sûr que c'est terminé ?» Et c'est pas grave, vous avez compris, on a 2 fois plus que ce qu'on voulait. Donc vous pouvez participer d'une autre façon. Donc on voyait bien que là, tout d'un coup, il y avait une espèce de disruption dans le système classique qui oblige à passer par des fourches codines que sont les établissements financiers, les banques, les producteurs, et que tout d'un coup, l'apparition d'Internet permettait de rentrer dans une relation directe avec les personnes qui potentiellement étaient la communauté économique, la communauté de dons, la communauté de valeurs, qui allait avoir envie finalement de matérialiser un projet collectif. Voilà. Et ça marche, donc. Jean-François, est-ce que tu parles aussi d'économie intégrale pour qu'on puisse peut-être partir du concept et puis mieux imaginer ce que ça pourrait représenter? Est-ce que pour toi il y a des structures qui sont dans cette démarche-là, ou en tout cas qui tentent d'incarner cette dimension-là et qui pourraient illustrer en fait tes propos? Je crois déjà que l'exemple que vient de donner Cyril montre bien qu'il y a une économie intégrale de fait qui a fonctionné, puisque les gens n'ont pas fait ça pour le fric. Voilà, donc ça, ils l'ont fait parce que ça a éveillé justement des richesses énonçables, le monde dont on veut, des richesses mesurables aussi, de voir comment telle ou telle personne a pu progresser sur tel ou tel marge de manœuvre, etc. Et puis dans le monde des entreprises, donc j'ai le plaisir d'accompagner beaucoup de grands dirigeants. Alors quand je dis beaucoup, ça représente évidemment une infime minorité dans le monde de beaucoup de grands dirigeants dans ce monde. J'entends grand pas par la taille évidemment, mais par les groupes qu'ils dirigent. Et ces gens-là se posent des questions, ils voient bien plusieurs choses. La première déjà, l'exercice qu'on leur demande de faire, à savoir mettre un plus à la fin de leur bilan de l'année, les oblige, la nature même de l'exercice les oblige à une forme de prédation. Une forme de prédation, soit en pressant le citron des employés toujours plus de rendement, prédation en externalisant évidemment les choses pas jolies, là, on les externalise dans des pays ailleurs, prédation en créant du besoin, en abrutissant les gens avant des trucs inutiles, en créant des désirs artificiels, etc. Et donc là, ça pose une question de richesse, et de plus en plus d'entreprises, en tout cas celles que j'ai l'occasion de voir et d'accompagner, se posent la question, encore faut-il que plusieurs conditions se réalisent. La première, on ne peut plus fonctionner uniquement avec l'infrastructure argent. Ça veut dire qu'on a besoin d'un langage collectif et d'une infrastructure qui nous permet d'intégrer, d'avoir un langage conceptuel compris par tous et qui inclut tous les aspects de l'économie. Alors évidemment, comme appelé Cyril, déjà, je dirais, en 3 jours, il s'agit de choses tellement riches, tellement nouvelles, que le changement de paradigme nous demande du temps. Les principes s'avèrent assez simples. Quand on fait des ateliers, on comprend assez vite, mais il faut entrer dans l'expérience pour vraiment comprendre ce que ça veut dire. Et les entreprises commencent à y rentrer là-dedans, ça veut dire développent en interne déjà des systèmes de représentation de leur richesse. Je pense en particulier à ce qu'on appelle le beau, le bon, le vrai.
absolument extraordinaires, de valeurs qu'on appelle primaires, ça veut dire que tout le monde peut les comprendre, peu importe les cultures, les lieux dans le monde, etc. Et des entreprises qui développent aussi justement des infrastructures, c'est-à-dire des modèles de représentation de richesse, des systèmes d'information qu'on appelle post-argent. Ça commence à arriver. Et puis vous allez voir, je vous invite, quand vous rentrerez chez vous, si vous parlez anglais, tapez un site internet comme metacurrency.org, et là vous verrez toute la réflexion, toute l'extraordinaire émulation qui a lieu, tout ce qui se prépare, qui arrive dans les années qui viennent, et qui va nous amener vers ce qu'on appelle les sociétés post-argent. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur l'état des lieux aujourd'hui dans ce que je constate. Je peux vous proposer de juste faire une petite interaction avec la salle, mais j'aurais bien voulu avoir 1 heure de plus pour que vous décriviez votre vision du monde en 2050, parce que celui-là, il nous fait rêver. Peut-être juste une chose, je ne l'ai pas montré parce que je voulais aller vite, mais juste de slide, vous verrez. Vous voyez par exemple une façon de se représenter différentes formes de richesse. On a la façon classique, ça veut dire de se dire, si on regarde un schéma, je regarde avec vous, un collectif donné, il peut regarder le nombre d'heures que les gens puissent échanger, s'ils se font un crédit mutuel d'heures, s'ils se donnent du temps les uns les autres, la qualité de l'air, la qualité de l'eau, comment ils se sentent ont-ils du bonheur, etc. On peut visualiser ces choses-là. Un collectif peut se voir lui-même dans des types de richesses comme ça. Mais on peut aller plus loin. On peut voir ces richesses évidemment sur un smartphone et voir l'état des lieux du collectif, ça veut dire du pays dans lequel je vis, ou l'entreprise avec laquelle je travaille, ou le réseau avec lequel je travaille, et voir à quel niveau de richesse on se trouve. On peut même aller plus loin encore. Ça va sembler peut-être un petit peu inattendu. Un aquarium. Je vais même le faire vivre cet aquarium ici. Alors, tout simplement, vous voyez, avant d'analyser des chiffres, c'est-à-dire je faisais fonctionner mon cerveau gauche. Maintenant, regardez, quand on regarde un aquarium, où j'aurais pu vous montrer une forêt, ou un système vivant, naturellement, j'ai aussi mon cerveau droit qui se met en marche. Ça veut dire que je me mets à regarder les rapports entre les choses, les poissons, leurs couleurs, quelles relations ils ont entre eux, ont-ils une bonne santé, les plantes également. Et j'ai une relation beaucoup plus holistique. Cet aquarium pourrait parfaitement représenter une métaphore de l'état de l'écosystème humain, social, dans lequel je vis. C'est-à-dire qu'on va avoir des interfaces qui peuvent non seulement me proposer de l'analytique, je peux compter les poissons, leur santé, etc. Ça peut représenter un état de mon système social dans lequel je vis, de ma tribu, mais je peux voir aussi l'ensemble des relations entre les différents êtres vivants qui représentent des choses dans mon système vivant. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre par rapport à ça, mais on a des tas de façons de se représenter la réalité de manière métaphorique, et un aquarium pourrait très bien représenter l'état de santé du système vivant dans lequel je vis, et pas simplement humain. Voilà, il y a des tas de choses qui vont arriver, et qui vont même, lorsque les technologies vont nous pénétrer un petit peu plus aussi, on pourra peut-être certainement avoir des états sensoriels de l'état du système vivant dans lequel on vit. J'entends l'état de la forêt, la biodiversité, les personnes avec lesquelles je vis et je travaille. On a énormément de possibilités à créer à ce niveau-là. Voilà. C'est fini. Est-ce que j'ouvre Comme tu veux, oui. Si il y a d'autres choses, je veux dire un truc. Mais... Guibert, je vais essayer de... Je ne sais pas si tu essaies de parler. Je parle fort, on entend. Pour moi, nous, on entend. Mais le micro arrive. La vision 2050, je peux l'avoir quand même. Ce que je voulais évoquer, Jean-François, je sais qu'il y a longtemps que tu es sur ce chemin, que tu fais la trace. Comme un guide de haute montagne fait la trace, c'est souvent long. C'est pas simple, c'est beau, mais il y a des moments de solitude. Est-ce que la clé pour que la trace que tu as faite devienne une autoroute n'est pas de changer les mesureurs de performance, en fait, au niveau économique, au niveau méta, donc de sortir du dictat du produit intérieur brut, et ça je sais qu'on y travaille les pays, mais également au niveau des agents économiques, au niveau local, c'est de mesurer la performance et la valeur d'une entreprise autrement que sur les bidas, en intégrant beaucoup plus de paramètres, et on sait qu'il y a des initiatives qui sont en train d'émerger, comme le concept B Corp. Donc voilà ma question, ma suggestion.
Absolument. Ça veut dire tout à fait ce que tu as dit, et non seulement sortir des indicateurs imposés, notamment des richesses mesurables, parce que là tu m'as parlé notamment de richesses mesurables, mais aussi de pouvoir intégrer dans toute représentation d'un collectif qu'il a lui-même des richesses énonçables. Autrement dit, demandez aux gens, on peut penser à une entreprise, vous sentez-vous heureux? Avez-vous confiance les uns les autres? Avez-vous le sentiment d'apprendre des choses, etc. Or, ces choses-là, on peut en parler autour d'une table de restaurant, mais ça ne rentre absolument pas en ligne de compte. L'expression subjective est certainement la plus importante dans tout ça. Donc, on doit permettre, effectivement, de laisser éclore une multitude, une infinitude d'indicateurs, de richesses, certains subjectifs, certains énonçables, certains mesurables, certains échangeables, etc. Et pour ça, comme personne n'a la clé desquels s'avèrent les meilleurs, eh bien, il faut créer un langage, une infrastructure qui permette à tout collectif de décider desquels il veut se servir. Et là, ça constituait le challenge à la fois intellectuel et technologique. C'est-à-dire comment si, par exemple, on va prendre une ville dans le monde, elle décide qu'elle va s'intéresser de très près à la qualité de l'eau, à la biodiversité, etc. Et puis une autre ville dans une autre partie du monde qui n'a peut-être pas ces questions, elle a déjà une bonne qualité de l'eau, mais elle va s'intéresser à d'autres formes de richesse extrêmement importantes pour elle, par exemple, elle a peut-être des problèmes de santé publique ou d'éducation ou choses comme ça. Ils vont peut-être mettre l'emphase sur des formes de richesse ou des indicateurs un petit peu différents les uns des autres. Il faut que ça puisse communiquer aussi tout ça. Donc comment faire en fait un protocole de protocole, c'est-à-dire de faire que chaque collectif, une ville, un territoire, des gens qui partagent une passion ou un projet dans le monde, donc de manière globale ou locale, etc., petit ou grand, comment faire pour que tout ce foisonnement de valeurs qu'on va formaliser puisse communiquer entre eux. Et là, on parle de questions dites d'interopérabilité. Ça relève de questions technologiques extrêmement complexes. Et la bonne nouvelle, on a trouvé les solutions il y a 2 ans quasiment. Et donc ça ouvre maintenant la voie à la prototypisation. Merci. Voilà, vous pouvez commencer à voir arriver sur Internet. Voilà, en tout cas, merci pour cette question. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Voilà. Comment je peux faire ça? Alors, juste le temps que tu y ailles, je dis juste un petit truc, comme ça tu as le temps de... Dans les choses qui existent déjà, qui sont déjà de l'économie du don, il y a évidemment des formes structurelles, comme ce que vous avez pu voir avec les monnaies locales, les banques de temps, etc. Mais il y a aussi des structures sociales et politiques qui sont envisagées. En France, pendant les élections présidentielles, on a eu un grand débat sur l'idée d'un revenu universel, qu'on peut aussi appeler revenu de base, etc., qui a soulevé des peurs et des crispations assez incroyables, parce que tout d'un coup, on envisageait que dans une société qui produit énormément de richesses, on puisse donner à chaque être humain, depuis sa naissance, un revenu qui lui permette d'assurer sa subsistance et éventuellement qui lui permette de choisir justement dans quoi il va mettre son énergie et passer d'une activité subie, comme on disait tout à l'heure avec cette espèce de chantage au salaire, à une activité qui est la sienne, qui est l'expression de ses talents. Et là, c'est très intéressant finalement de voir que dans nos structures sociales, on peut aussi se projeter dans des choses qui changeraient radicalement la façon dont on se comporterait les uns avec les autres. Imaginez qu'on soit, parce qu'après il y a différents stades de revenu universel, c'est-à-dire qu'on peut imaginer le revenu universel libéral, qui est un petit complément qui ressemble un peu au minimum social actuel, type 450 € par mois, et puis les plus ambitieux, parmi les créateurs du concept, parlent plutôt de 1 200 € par mois. Donc là, ça veut dire que d'une certaine façon, on pourrait presque vivre avec simplement ça. Imaginez ce que ça change dans nos relations sociales, justement dans ce dont tu parlais, en termes de prédation, en termes de conflit, en termes de sentiments de rareté qui nous amènent à une forme de guerre économique pour essayer d'aller attraper l'argent là où il est. Là aussi, on voit que des graines sont en train d'être plantées, et moi, je suis assez emballé par ce qui pourrait se passer à partir de ça. Je suis très heureuse maintenant de passer la parole à Sophia. J'attendais qu'elle réagisse en fait. Parce qu'en Suisse, et vous ne la connaissez pas, mais vous allez vous connaître. Pour moi, elle représente vraiment l'incarnation concrète de ce qu'on pourrait dire l'économie régénératrice ou l'économie du don. Et je peux en témoigner parce qu'elle a ce bureau à côté des liens.
l'échelle des collaborations, de recréer cette dimension en fait d'amour dans un monde qui est quand même économique et qui ne va pas dans ce sens-là de manière majoritaire. Donc je la vois lutter toujours avec le cœur, et donc j'attendais qu'elle réagisse, je suis ravie. Merci beaucoup pour ce partage. Il nous fait beaucoup de bien, il me fait beaucoup de bien. Donc voilà, je m'appelle Sophia et la question que j'avais pour vous, j'aime beaucoup cette métaphore de l'aquarium. J'ai toute humilité bien sûr posée, mais c'est un petit peu ce qu'on dit chez Opaline dans notre entreprise. Je crois qu'on a réussi à adresser cette notion de talent de chaque personne. Et j'ose dire qu'on est tous très épanouis dans ce que l'on fait. Maintenant, ma question est la suivante. On reste bien évidemment dans une transition économique. Il y a encore des paramètres économiques très très forts dans le monde dans lequel on opère ici, qui est le monde alimentaire. Et donc j'aurais aimé savoir, toute l'équipe Opaline et dans l'audience, si vous auriez un conseil à nous donner pour pouvoir tenir bon, pour pouvoir traverser cette transition et garder cette vision qu'on a de notre aquarium, mais dans un océan où il y a aussi des requins, il y a aussi des marées noires de pétrole, et des vagues, et beaucoup de tempêtes. Il faut arrêter de manger, hein. Notre solution. Alors, moi je peux parler que de mon expérience, hein, vraiment, et pas de grande théorie là-dessus. Je le développerai d'ailleurs un petit peu après, quand je parlerai en plénière pendant 15 minutes, justement, de l'économie du don. Pour en parler un petit peu maintenant, ça fait 5 ans et demi moi, que je vis dans l'économie du don complètement. Et le fait d'avoir fait ce choix fait que j'ai tout mis en jeu. Ça veut dire ma vie, ce que je vais manger le lendemain, où je vais dormir, etc. Je ne l'ai pas fait à la marche, j'ai mis vraiment tout. Et j'ai vu à quel point les gens se sentent heureux, et Cyril l'a dit aussi, quand ils peuvent donner. Mais donner pas pour sauver quelqu'un qui ne va pas, donner pour participer, pour contribuer à construire quelque chose de chouette. Et un des trucs évidemment que j'ai dû complètement éviter, de faire très attention en passant dans l'économie du don moi-même, consiste à éviter ce qu'on appelle le pauvrisme. Ça veut dire, oh, je me trouve dans la banane, j'aurais bien besoin de quelques petites pièces, ça m'aiderait bien à survivre. Souvent les gens me demandaient, tu fais comment pour survivre? Je disais, mais je ne vais pas survivre, ça ne m'intéresse pas de survivre. Il s'agit de créer quelque chose de chouette. Et je pense qu'un des ingrédients, pas les seuls, mais un des ingrédients consiste déjà à de manière très claire, assumer quelque chose d'extraordinaire qu'on construit à travers un projet personnel ou un projet collectif, mais vraiment l'assumer, avoir cette joie à le faire. Et à ce moment-là, quand il y a ce rêve d'humanité, je vois le comportement des gens changer. Et à ce moment-là, c'est évidemment complètement, totalement assumer l'économie du don. J'ai du mal à voir un petit peu l'entre-deux aussi là-dedans. Alors, je ne peux pas donner en 2 minutes, il faut qu'on s'arrête, bien sûr, on pourra en discuter, hein. Mais je crois qu'il y a déjà des ingrédients assez importants là-dedans quand le rêve de création se met en place. Et Cyril ne va pas dire le contraire là-dessus. Je vous propose, parce qu'on parlait de rêve de création, et on va rentrer directement après vous dans un rêve de création, vous allez voir. Je propose que cette discussion, parce qu'elle est fondamentale en fait, je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs qui se nagent à contre-courant dans ce courant qu'on a aujourd'hui. Et je pense que c'est important aujourd'hui d'échanger sur ce qui nous fortifie en fait dans ce mouvement. Mais je vous propose qu'on continue ça de manière moins formelle qu'ici à la pause. J'invite aussi le public, parce que comme on parle d'économie du don, le partage et de créer ensemble. Vous avez vu l'arbre qui est derrière le slide, en fait on va remonter après le slide. C'est une œuvre de Cédric Brognard, qui est un artiste qui travaille sur des arbres essentiels. Donc il fait des photographies ensuite. Il les reproduit en gros sur des arbres essentiels sur cette terre. Donc il a fait par exemple l'arbre le plus vieux de Suisse, il a fait vraiment des arbres symboliques. Et c'est une symbolique qui est très très forte parce qu'il travaille avec du charbon. Le charbon étant la mort de l'arbre, ou la sève de l'arbre. Et en fait, avec le charbon, ou le fusain, on va recréer comme ça, en travaillant avec l'ombre d'ailleurs de l'arbre,
on va recréer la vie. Et il propose sur cet événement que vous participiez, qu'on participe tous ensemble à la création d'une œuvre collective telle que celle-là. Donc c'est à l'entrée, vous pouvez tous y contribuer. L'idée c'est vraiment qu'on ait une œuvre collective créée ensemble avec cette symbolique de la vie et de la mort et de la transmutation. Voilà, je me suis juste permis de faire un petit saut métaphorique. En parlant de dents, si certaines personnes peuvent nous aider à enlever les plaintes sur la scène, car il va se passer une petite surprise après. Donc, ceux qui ont 2 bras devant, merci de nous aider. Ah oui, j'ai encore juste une annonce à faire.